Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle démo de Squash qui va aujourd'hui vous montrer quelques fonctionnalités clés de l'outil. Pour commencer, il est important de rappeler que Squash est un outil full web. Il n'y a donc pas besoin de l'installer sur les postes clients. Vous avez juste à vous connecter à Squash grâce à un login et à un mot de passe. Et c'est très facile à utiliser. Squash est pour rappel un outil multi-projet. Un utilisateur peut accéder à plusieurs projets à la fois. Et c'est un outil interprojet qui vous permet donc de partager des éléments dans plusieurs projets. Voici tout d'abord la page d'accueil de Squash, accessible via la petite maison ici, qui vous permet de dispenser quelques informations clés quant à son utilisation. Peu importe où vous vous trouvez dans Squash, vous avez toujours cette barre à gauche qui vous donne accès principalement en haut aux trois espaces de travail principaux, l'espace exigence en bleu, l'espace 4 test en vert et l'espace campagne en violet. Autre chose importante à noter tout de suite, la possibilité en haut de filtrer les projets que vous voyez dans votre arborescence. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche. La possibilité également d'accéder à l'administration. Donc cela, ça vous permet d'accéder à l'administration de Squash et notamment de gérer les projets ainsi que les utilisateurs ici et leurs permissions. Nous reparlons de cela une fois dans l'espace exigence. L'occasion pour moi de vous dire que cette démo est réalisée avec la version 1.21.0 de Squash. Vous avez accès à cette information justement via l'espace administration en haut. Dans la section Mon compte ici, vous avez la possibilité de gérer votre compte, mais aussi d'enregistrer vos identifiants de connexion aux différents bot trackers des projets afin d'éviter d'avoir à les renseigner à chaque fois. Pour cela, c'est aussi simple que ça. Vous rentrez vos identifiants et vous cliquez sur Enregistrer. Le quatrième lien en haut vous permet de vous déconnecter au besoin. Je vais vous montrer pour commencer l'espace exigence qui est accessible donc premier onglet en haut, qui vous permet d'accéder à une mise en page qui est générale à Squash, à savoir avec à gauche l'arborescence de vos éléments et à droite les pages de consultation quand vous les aurez ouvertes. L'arborescence à gauche prend le nom de bibliothèque dans Squash et vous permet, le cas échéant, de créer de nouveaux éléments, d'en copier, d'en coller, d'en renommer, d'en importer ou d'en exporter, et puis de rechercher des éléments grâce à un moteur de recherche interne. Il y a également la possibilité de supprimer tout élément grâce à l'icône corbeille ici présent. Voyons dans un premier temps l'arborescence qui est donc à votre gauche. Le nom du projet tout d'abord apparaît en noir, ici, il y en a deux. Nous en avons deux, mais nous pouvons en avoir qu'un seul. Pour cela, nous cliquons justement sur l'icône dont je parlais au début et qui vous permet éventuellement voilà, de supprimer un des projets, celui-ci ne nous servira pas, et d'en garder qu'un visible pour plus de lisibilité. Le filtre activé en rouge, la mention vous indique que c'est le cas et que si besoin était, vous pouvez réactiver les autres projets via ce bouton filtre global en haut. Nous remarquons également une étoile jaune juste à côté du nom du projet. En lien avec ce que nous évoquions précédemment concernant le fait qu'on pouvait paramétrer les permissions de chaque utilisateur, eh bien, cette étoile signifie tout simplement que dans la configuration actuelle de notre projet, nous avons des droits de lecture, de création, de modification ou de suppression sur les différents éléments au sein de ce projet Demo Squash. Par opposition à l'étoile, sachez qu'une icône crayon marque le fait que l'utilisateur a des droits de modification, qu'une icône check verte donne le droit à la modification que d'une seule partie des éléments, que l'icône play qui apparaît en gris permet uniquement l'exécution et qu'un œil symbolise cette fois le fait que l'utilisateur n'aura droit qu'à un droit de lecture. Pour ouvrir l'arborescence, il vous suffit de cliquer sur les différentes petites flèches à disposition qui vous permettent voilà, d'ouvrir les dossiers et sous-dossiers. Nous sommes ici dans l'espace exigence, donc l'ensemble des éléments que l'on voit là sont des exigences qui, pour rappel, sont communément admises comme l'expression d'une condition ou d'une fonctionnalité à laquelle doit répondre un système ou un logiciel. Je vais en sélectionner une, ici la première, et accéder ensuite à ce que j'évoquais précédemment, à savoir la page de consultation de l'élément. Nous avons plusieurs onglets accessibles en haut. La première concerne les informations générales autour de cet élément précis. On y retrouve le nom de l'exigence en haut, le numéro de version, la référence, ainsi que le statut. Ces éléments sont modifiables, si vous y avez le droit évidemment, si vous avez les droits pour, et une exigence peut être en cours de rédaction, à approuver, approuver ou même obsolète. Donc, là, on va la laisser en approuvé
pour notre cas aujourd'hui. Dans le bloc attributs, ensuite, je vais prendre une autre exigence pour vous le montrer. Nous avons à chaque fois ce contenu qui évolue, évidemment. Vous avez la possibilité de modifier la criticité de votre exigence. La criticité, c'est l'importance finalement de votre exigence. Ici, vous pouvez voir que vous avez le choix entre critique, majeur, mineur ou non défini le cas échéant. Il y a ensuite la catégorie de votre exigence. Celle-ci se matérialise également par donc un terme à choisir parmi tout cela, métier, performance, etc. Et une icône que vous retrouverez ensuite dans votre arborescence à gauche. Ces icônes vous permettent rapidement de comprendre à quelle catégorie appartient une exigence en particulier. Sur ce sujet-là, je vous ferai une liste de minutes squash qui sont des courts tutoriels YouTube sur notre page Squash Team que nous avons déjà mis en ligne, qui vous donneront des clés supplémentaires pour gérer les différents aspects que j'évoquerai tout au long de la démo. Donc là, en l'occurrence, il s'agira de la Minute Squash numéro 14 qui vous dévoilera les icônes de la bibliothèque des cas de test. Et enfin, en dessous, nous avons les étiquettes et les champs personnalisables qui peuvent prendre la forme que vous le souhaitez, soit texte riche, soit une liste, par exemple. Ici, ce sont des étiquettes. En dessous, vous avez la description de votre exigence. Vous pouvez voir qu'ici, nous sommes sous forme de texte riche, mais nous pouvons faire beaucoup de choses comme mettre en italique, en gras, souligner, etc. et modifier la couleur du texte si besoin était. En l'occurrence, on va rester comme ça pour l'instant et confirmer. Il vous suffit juste de cliquer sur un élément pour le modifier si vous en avez le droit là encore. Ensuite, je vais remontrer avec cette exigence ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire qu'il y a ensuite les cas de test vérifiant cette exigence. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul cas de test qui vérifie cette exigence, c'est-à-dire que c'est un cas de test qui répond à l'exigence dans laquelle on est et il est connecté déjà à notre exigence. Ensuite, nous avons la possibilité là aussi de lier des exigences entre elles si besoin. Et enfin, en bas, tout en bas de cette page, vous avez l'historique des modifications. C'est-à-dire que là, en fonction de l'utilisateur qui a modifié l'exigence, celle-ci sera notifiée avec une heure et une date précise, vous donnant accès à l'événement qui a été modifié à ce moment-là. Repartons en haut maintenant. Dans le deuxième onglet, vous avez un onglet jalons. Ici, je ne vais pas vous en parler. Je vous redirige là encore vers une autre Minute Squash, la numéro 2, qui vous donnera les clés pour utiliser à plein les jalons et versionner vos exigences notamment. Il y a également le webinaire Squash numéro 8, je mettrai le lien aussi, qui permet de comprendre comment gérer son référentiel de test avec les jalons dans Squash. Ensuite, nous avons la section et l'onglet pièces jointes qui vous permet cette fois-ci de joindre des documents à une exigence précise. Ici, c'est une image en PNG qui est jointe et vous pouvez joindre différents autres éléments à une exigence. Nous reviendrons ensuite à la partie anomalie connue. Nous allons maintenant passer à l'espace cas de test en vert. Vous voyez, les couleurs sont différentes. Vous reconnaissez les mêmes boutons en haut de l'arborescence de la bibliothèque des éléments dans Squash. C'est important de noter que cet espace 4 test est vraiment au cœur de Squash, comme le prouve sa position entre les trois espaces, au milieu des trois espaces de travail dans Squash. C'est ce qui fait le lien évidemment entre les exigences et l'espace campagne, vous permettant d'exécuter les tests. En sélectionnant un projet, ses dossiers et sous-dossiers, de nouveau, nous accédons en cliquant sur les petites flèches aux différents cas de test qui sont inclus dans notre projet. Je clique sur l'un d'eux pour vous montrer dans le détail ce que cela représente. Sachez, avant qu'on parle en détail de ce cas de test spécifique, que vous pouvez créer de nouveaux cas de test par le bouton plus et qu'il est possible de créer des nouveaux cas de test classiques, avec action, résultat attendu, et des nouveaux cas de test Gherkin. Pour ajouter un nouveau cas de test, on va vous le montrer, c'est très simple, il vous suffit de rentrer un nom, une référence et une description et de l'ajouter. En l'occurrence, on ne va pas le faire pour ne pas perdre trop de temps. Sachez que pour le Gherkin, c'est un tout petit peu différent. Il y a une minute squash, là encore, la 15, que je vous mets en lien dans la description qui vous donnera les clés pour cela. Pour rappel, le Gherkin, c'est une syntaxe utilisée pour faire du BDD, Behavior Driven Development, en écrivant des scénarios de test compréhensibles par des individus non techniques. La définition d'un scénario de test en Gherkin se fait selon trois étapes clés, le given, le when et le then. Le given liste les conditions initiales nécessaires au test, c'est-à-dire plus ou moins les prérequis. Le when décrit les actions à effectuer, c'est-à-dire ce qui doit être testé. Et le then décrit le résultat attendu en cas de bon fonctionnement du produit.
Sachant cela, on va regarder un cas de test en particulier, celui-ci par exemple. Donc en cliquant dessus, on y accède, et qui a été préalablement créé. La page de consultation contient plusieurs éléments représentés sous forme de différents onglets. Donc par défaut, elle apparaît sur la partie pas de test que je vais vous présenter juste après l'onglet Information. Cette fois-ci, nous avons encore le nom du cas de test qui apparaît tout en haut, en vert, et en dessous, différentes sections. Donc, nous avons le format qui est, comme je le disais précédemment, classique par opposition à Gherkin, sa référence, modifiable là aussi, la description de ce cas de test et son statut. Ça, c'est très important, si vous en avez le droit, de le mettre à jour aussi régulièrement, s'il est en cours de réaction, à approuver, obsolète ou à mettre à jour. Là, on va le laisser encore une fois sur le statut approuvé. Dans les attributs en dessous, vous avez l'importance des cas de test, qui s'apparente plus ou moins à l'espace précédent pour la criticité. Là aussi, vous avez la possibilité de la modifier ou de la mettre automatiquement pré-sélectionnée par Squash en fonction de vos pré-réglages. Vous avez ensuite la nature, le type et plein d'autres éléments à votre disposition pour vous donner tous les détails sur un cas de test. Sachez dans le même niveau d'information que précédemment que via l'arborescence, vous avez quelques informations à votre disposition, notamment la couleur, qui vous donne accès directement, en un seul coup d'œil, au fait que ce cas de test spécifique a été approuvé. Vous avez ensuite le prérequis, très important, en format texte riche, là aussi modifiable. C'est ici que l'on pourra noter les conditions à l'exécution du test, tout ce que le testeur devra finalement faire ou avoir fait avant de commencer son test. Cette partie est très importante à notifier là aussi. Ensuite, nous avons un tableau qui montre cette fois les exigences vérifiées par ce cas de test. Là, on peut voir que il y en a une qui est enregistrée comme vérifiée par ce cas de test. Nous pouvons en ajouter par ce biais-là avec le bouton plus en cliquant dessus. Il vous suffit ensuite de sélectionner dans la partie gauche l'exigence que vous allez relier à votre cas de test. Et pour cela, vous pouvez le faire en sélectionnant votre exigence et cliquant sur la double flèche à droite, ou tout simplement en glissant-déposant cette exigence dans la partie droite. Vous voyez que l'exigence que je viens de rajouter apparaît maintenant en deuxième dans la liste des exigences vérifiées par ce cas de test. Si vous souhaitez supprimer, parce que vous vous êtes trompé, par exemple, l'exigence associée à ce cas de test, vérifier par ce cas de test, pardon, vous pouvez soit cliquer sur le bouton moins désassocier cette exigence ou simplement la sélectionner et cliquer sur la double flèche à gauche tout en confirmant et vous reverrez votre tableau comme avant avec une seule exigence vérifiée par ce cas de test. Revenons dans la page de consultation de notre cas de test grâce au bouton retour sur lequel je viens de cliquer. Alors encore une fois, par défaut, l'onglet présélectionné lorsqu'on consulte un cas de test est l'onglet pas de test, qui est là encore très important puisqu'il vous donne le détail de toutes les étapes que le testeur devra effectuer pour exécuter le cas de test qui sera ensuite en succès ou en échec. Les pas de test ont deux composantes principales dans le cas, encore une fois, d'un cas de test classique, les actions ici à gauche et les résultats attendus ici à droite. Cette partie est facilement modifiable puisque en simplement cliquant dessus, vous pouvez modifier n'importe lequel des éléments qui est à votre disposition ici. Mais si vous souhaitez plus d'informations sur cette section, une autre minute squash existe, la numéro 6, que je mettrai en détail en dessous de la vidéo. Pour rappel, il est aussi possible de modifier votre pas de test plus spécifiquement avec le bouton éditer et de le supprimer grâce à la corbeille à droite. Voyons maintenant l'onglet paramètres tout en haut à droite. Alors avant de s'y attaquer, je vais vous montrer que dans ce pas de test par exemple, nous avons une variable qui est notifiée par le symbole $ et des crochets permettant de distinguer le nom de cette variable. Donc celle-ci s'apparente à un navigateur. Et donc, comme il est pré-rentré dans le pas de test, vous pouvez le vérifier ici dans la partie paramètres. Le navigateur est bien renseigné ici et contient lui-même 3 jeux de données correspondant aux navigateurs sur lesquels le test devra être effectué. Ici, ce sera Chrome, Firefox et Internet Explorer. Donc, pour être bien clair, un paramètre donne lieu à différents jeux de données qui vous permettront, encore une fois, d'effectuer le test autant de fois que nécessaire selon les jeux de données pré-renseignés.
Nous allons maintenant nous attarder sur la partie recherche disponible dans chacun des espaces de squash. Il est accessible toujours via la petite loupe en haut. Donc en cliquant dessus, vous accédez à une nouvelle page vous donnant accès aux critères de recherche, là en l'occurrence des cas de test puisque nous étions dans cet espace et nous y sommes toujours, comme on peut le voir ici et ici. Pour commencer, nous allons sélectionner le projet dans lequel nous voulons rechercher un élément, ici Demo Squash. Et par exemple, je vais rechercher un cas de test parce que je connais son ID par cœur et je veux juste le retrouver rapidement. Donc je renseigne son ID, je lance la recherche et voici le cas de test sur lequel j'étais précédemment, que je connaissais. Et ici, on peut modifier tous les éléments qui sont à disposition dans le tableau directement sans repasser par ce cas de test. Si besoin était, on peut l'éditer ou réaccéder à ce cas de test en cliquant sur le petit dossier. Là, on voit qu'on est déjà de retour sur l'élément qu'on avait retrouvé via l'espace recherche. Nous pouvons renouveler l'opération de recherche sur différents aspects. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux critères à la recherche. Je vais juste vous montrer une autre possibilité. On va se dire qu'on va rechercher toujours dans notre projet Demo Squash tous les cas de tests qui ont une importance très haute. Donc je sélectionne juste très haute, sans rien d'autre. Et nous obtenons la liste exactement de tous les cas de tests qui ont une importance très haute. Nous pouvons là encore les sélectionner, les modifier en cliquant simplement sur l'élément qu'on souhaite modifier. Pour la suite, je vous laisserai découvrir tous les critères de cet espace recherche dans l'outil. Il y a aussi une minute squash sur l'espace recherche que je vous partagerai en bas de la vidéo. Nous allons revenir dans l'espace de cas de test de squash pour aller à la racine d'un projet, par exemple à la racine même de notre projet démo squash, et nous accédons à une page, il faut toujours penser à rafraîchir, qui nous permet d'accéder au tableau de bord global de tous les éléments à l'intérieur de notre projet. Il est à noter à ce sujet-là que les tableaux de bord s'adaptent toujours à la sélection faite via l'arborescence à gauche. Par exemple, si je clique uniquement sur le dossier connexion à OpenEcole ici, rafraîchir, ça me mettra les informations à jour uniquement pour les cas de test qui sont inclus dans ce dossier. On va repartir à la base du projet, ici, pour retrouver nos statistiques globales sur l'ensemble du projet. Vous avez accès ici au graphique élaboré par défaut par Squash est généré automatiquement. Le premier, c'est le graphique 4 tests orphelin, par exemple, qui nous montre le nombre de 4 tests qui sont reliés à aucune exigence, à une seule exigence ou à plusieurs exigences en fonction de leur nombre. Vous voyez que, par exemple, ici, nous avons 8 4 tests qui sont associés à aucune exigence. Ensuite, vous avez la répartition des cas de tests par statut, par importance et par taille. Sachez aussi que, par exemple, si vous souhaitez accéder à tous les cas de tests au statut approuvé dans votre projet, vous voyez que quand vous passez la souris sur un des éléments de chaque graphique, vous avez une icône plus. En cliquant dessus, vous accédez directement à tous les cas de tests que vous recherchiez, qui sont, pour ce coup-là, tous au statut approuvé. Faire retour. Je vais maintenant m'atteler à vous présenter la partie, l'espace campagne, en violet cette fois. Toujours la même organisation dans Squash pour plus de simplicité. La couleur violette vous rappelle que vous êtes dans l'espace campagne en l'occurrence. Dans Squash, il y a une bibliothèque des campagnes et des itérations, comme vous pouvez le voir en déroulant les différentes petites flèches encore au sein d'un même projet. Donc la campagne, en fait, c'est ce qui correspond à l'ensemble des cycles de tests réalisés sur une application avant son passage en production ou en pré-prod. La campagne est ensuite découpée en itérations, ici il y en a plusieurs, une itération correspondant à l'un des cycles de ces cycles de test. En général, une livraison corrective a lieu entre deux itérations. Pour faire simple, une campagne est lancée à l'échelle d'un projet et elle inclut donc plusieurs itérations qui contiennent chacune un plan d'exécution comprenant des tests qui peuvent évoluer d'une itération à une autre. Il suffit de cliquer sur une itération, par exemple la une ici, pour accéder aux faits et comprendre assez rapidement qu'il y a 7 suites de tests organisées de manière thématique au sein de cette itération. Nous avons préalablement organisé notre itération en fonction des différents cas tests pour que tous ceux qui répondent aux besoins de la connexion soient représentés par exemple dans une seule et même suite de tests, potentiellement exécutables à la suite les unes des autres. Donc les plans d'exécution à droite dans la partie consultation.
vous donne accès aux détails de tous les cas de tests qui sont inclus dans cette itération 1. Si vous sélectionnez justement la suite de tests connexion, vous verrez que les 5 premiers cas de tests qui correspondent à ce qu'on a évalué comme étant les cas de tests permettant de tester la connexion à notre logiciel. L'organisation du tableau à droite permet en un clin d'œil de comprendre quelle est l'importance du cas de test, si celui-ci contient des jeux de données ou non, et quel est son statut avec un pourcentage de succès. À droite, vous avez l'utilisateur qui a en dernier exécuté le cas de test et la date de cette dernière exécution. En cliquant sur un des éléments, vous pourrez accéder là aussi à l'historique de toutes les exécutions qui ont été menées sur ce cas de test précis et aux dates de ces différents éléments. Vous pouvez même supprimer des exécutions si celles-ci s'avèrent faussées avec le temps. Le statut est clairement mis en avant là aussi pour comprendre en un clin d'œil si un cas de test est en échec ou en succès. Évidemment, là aussi, vous pouvez le modifier. Il y a différentes possibilités à votre disposition, comme bloquer, non testable, arbitrer, etc. Et en fonction, la couleur se mettra évidemment à jour. Pour ajouter un cas de test à votre plan d'exécution, il vous suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite Ajouter. Et là, c'est exactement pareil que précédemment. Vous pouvez sélectionner un cas de test à ajouter. Dans votre plan d'exécution, on va ajouter par exemple celui-ci grâce à un glisser-déposer. Ici, vous voyez que le cas de test a été ajouté à la liste des cas de test. Ce cas de test a été ajouté en 3 fois puisqu'il contient 3 jeux de données. En toute logique, là encore, les jeux de données étant pré-remplis sur ce cas de test, vous devrez l'exécuter 3 fois pour pouvoir tester les différents jeux de données qui sont affiliés à ce cas de test. Je vous disais également que Squash est un outil interprojet, c'est-à-dire que si par exemple vous aviez un autre projet ici, vous pourriez activer par exemple le projet DemoX Squash. Voilà, celui-ci apparaît et rien ne vous empêche de sélectionner un cas de test et de l'ajouter là aussi au plan d'exécution de ce projet précisément. En l'occurrence, ça ne va pas être intéressant pour nous de le laisser, donc nous allons simplement supprimer, retirer du plan d'exécution tous ces cas de test. Afin de réaliser cette opération comme je viens de le faire, il est important de rappeler que l'utilisateur doit évidemment avoir les droits de consultation sur le projet dans lequel il souhaite récupérer d'autres cas de test. Revenons à notre plan d'exécution avec le bouton Retour. Je vais vous montrer comment exécuter un cas de test avec Squash. Donc par exemple, on va prendre le premier ici. Vous voyez tout au bout à droite de la ligne qu'il y a un bouton Play. Vous avez le choix de l'exécuter à votre convenance. Moi, je sélectionne la pop-up. Le pop-up s'ouvre, me permet d'accéder à toutes les infos de base avant de réaliser mon test, c'est-à-dire les prérequis notamment et les exigences vérifiées par ce cas de test spécifiquement. Une fois cela vérifié, je vais pouvoir commencer l'exécution de mon cas de test, qui va me permettre donc d'accéder, en l'occurrence, cette fois, on peut le voir tout de suite, aux différents pas de test qui composent ce cas de test. Il y en a le nombre de 2 sur celui-ci. Le premier, on va imaginer qu'il est en succès. Je vais directement placer en vert ces pas de test. Et puis, on va imaginer que le second est en échec. Il y a une anomalie. La base de données, la mire de base de données ne s'affiche pas à l'écran. Pour cela, nous allons rapporter une anomalie. Pour rappel, Squash n'a pas son propre bug tracker, mais il s'intègre parfaitement avec la plupart des bug trackers sur le marché, comme Jira, Redmine, Mantis, Bugzilla et autres. Ici, nous sommes d'ores et déjà connectés avec Jira. Ce connecteur Jira Bug Tracker fait partie de la licence commerciale. Vous aurez toutes les informations sur ce point sur notre site squashtest.com. Donc ici, je vais cliquer sur Rapporter une anomalie. Là, mon bug tracker est préalablement paramétré. Si vous souhaitiez le paramétrer vous-même ou le faire paramétrer à d'autres utilisateurs, n'oubliez pas les sections administration et mon compte si vous voulez préenregistrer les identifiants à votre bug tracker pour vous connecter à Squash. Moi, en l'occurrence, vous voyez que les différents éléments sont pré-uploadés pour que ce soit le plus simple et rapide pour moi à faire. La section descriptif est pré-uploadée par Squash là aussi, vous donnant tout le détail de ce que vous avez déjà effectué avant d'arriver à l'anomalie. Puis ici, je vais mettre juste test, mais vous pouvez évidemment résumer le plus simplement possible l'anomalie rencontrée. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Ajouter. L'anomalie apparaît dans le tableau des anomalies ici, avec sa priorité et le résumé que vous avez prédéterminé. Et il y a un lien qui vous est donné pour accéder directement au ticket Jira, tout simplement.
Je ferme cette pop-up et je retourne dans la partie espace campagne. Et vous voyez ici aussi que nous avons une section anomalies connues. Là aussi, on voit que celle-ci vient d'être rajoutée et relevée dans Jira. Et donc ici, vous aurez l'accumulation de toutes les anomalies connues en fonction des cas tests exécutés dans votre projet. Pour finir, j'aimerais vous présenter l'espace pilotage, accessible ici juste en dessous de l'onglet Maison, qui vous donne accès à la home de Squash. Ici, vous accédez à l'espace pilotage. Une nouvelle fois, il y a différentes minutes squash qui vous intéresseront peut-être à ce niveau-là. La minute squash numéro 17 qui vous permet de remonter des anomalies dans des projets Jira depuis squash, ça c'était pour la partie précédente, mais aussi ici la minute squash numéro 10 pour la création et l'édition de tableaux de bord. Avant de vous montrer en détail ce que représente l'espace pilotage, il est important de vous rappeler ce que c'est qu'un dashboard, tableau de bord en français. Ça vous permet de rassembler des graphiques et des rapports et de les afficher sur une seule et même page et de centraliser donc toutes les informations nécessaires pour que quelqu'un puisse suivre l'avancement du projet de recette d'une application par exemple. Il est très facile de créer un rapport. Pour cela, il vous suffira de sélectionner le projet dans lequel vous souhaitez le créer, donc Demo Squash encore une fois. Créer un nouveau rapport. Ici, vous sélectionnez ce que vous voulez mettre dans ce rapport. On va tenter d'en faire un avec un bilan d'itération. Vous mettez le nom, résumé, la description, sélectionnez les informations que vous souhaitez mettre dans ce rapport et vous cliquez en fin de compte sur Générer. Ce rapport sera automatiquement ajouté, comme on va le voir ici, il y en a déjà, à votre arborescence des éléments inclus dans l'espace pilotage de votre projet. Ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà eu un dashboard créé. Alors, on va en créer un nous-mêmes. Nouveau dashboard qu'on va appeler dashboard démo squash. Ajouter. Celui-ci est par défaut vide, mais rien ne vous empêche, effectivement, grâce à un glisser-déposer, d'ajouter des tableaux, des graphiques, d'ajouter des cahiers de test qu'il vous sera possible de générer à partir de ce tableau de bord. Un dashboard peut ensuite être facilement ajouté aux favoris grâce à ce bouton qui vous permet ensuite de le placer en page d'accueil de Squash, en page d'accueil de votre partie exigence, cas de test ou campagne. Je pense qu'on a fait la part belle à toutes les fonctionnalités de base de Squash. Encore une fois, nous étions sur la version 1.21.0 de Squash. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour la démo. Je vous dis à très vite pour d'autres informations et à bientôt.